Si vous voulez vous installer ici, j'imagine que vous aurez à cœur de vous trouver une belle maison. Un de mes conseillers est un excellent architecte et a écrit une remarquable monographie sur les constructions traditionnelles. Il a répertorié les plus jolies demeures à 30 kilomètres à la ronde, et il sera ravi de vous aider à trouver votre bonheur. Je n'en suis pas encore là, dit Marianne, et j'ai toujours la maison de mes parents, rue de la Commune. Ah, un quartier en pleine rénovation. Bien sûr. Une fois de plus, elle le prenait à contre-pied. Le quartier ouvrier est en train de disparaître, je sais. C'est le quartier de mon enfance. Je n'ai rien oublié de mes origines, monsieur le maire. Et pour tout vous dire, j'en suis fier. Éric Salnave, le procureur, appuya sur la touche de son interphone. Je suis en conférence, Amélie. Veillez à ce qu'on ne nous dérange pas et ne me passez aucune communication. Il lâcha le bouton et se tourna vers Sophie Heider, assise sur le bureau à côté de lui. L'odeur délicieuse de sa peau, de ses cheveux pénétrait ses narines. Elle avait tenu à apporter elle-même de quoi déjeuner pour deux, car elle trouvait que son amant se nourrissait mal. Ils adoraient ces rares moments d'intimité où ils pouvaient pendant 1 heure avoir l'illusion d'être un couple. Il glissa la main entre les cuisses de Sophie et les pétrit doucement, remontant petit à petit vers le haut. « Je croyais que tu avais faim, dit-elle. Faim de toi. » Elle rit et se pencha pour l'encercler de ses bras et poser les lèvres sur ses cheveux, alors qu'il poursuivait ses travaux d'approche. Éric recula soudain, se plaça à genoux devant elle et enfouit carrément la tête entre les cuisses de Sophie en passant ses mains derrière elle pour lui tenir les fesses. Sophie ferma les yeux. 20 minutes plus tard, elle disposa équitablement les salades et les tranches de jambon dans 2 assiettes en papier et leur servit à chacun un verre de bière ambrée. Sur l'étiquette de la bouteille, la jeune femme rousse dessinée en effigie lui ressemblait curieusement et c'était devenu un sujet de plaisanterie entre eux. « On parle un peu, dit-elle. La garde à vue de Thomas Magnus va bientôt se terminer. Tu nommes quel juge pour s'occuper du dossier? Renard, probablement. Il croule déjà sous les affaires, non? Je vais le décharger des moins urgentes et des moins importantes. Qu'est-ce que tu penses de Magnus? Je ne sais pas trop. Il nie? Il dit qu'il ne se souvient de rien. Il n'avait rien contre les 2 hommes qui ont été assassinés. Pas de mobile, donc. Tu l'as interrogé sur son passé? Oui, pas grand-chose à dire. Une enfance ballottée d'une famille d'accueil à une autre, mais ça n'en fait pas un assassin. Des petits délits, sans violence, à part une résistance à agent. Il s'est mis à l'écriture et fait preuve d'un certain talent de poète, d'après le petit éditeur qui a publié une plaquette. Genre torturé, mais encore une fois, ça ne prouve rien. Le problème, c'est le mobile, dit Salnave, en croisant les bras dans son fauteuil. Sophie pouffa. Qu'est-ce qu'il y a, dit-il, étonné. Ta posture de magistrat est moins digne quand tu n'as pas ton pantalon, dit-elle. Il sourit à son tour, mais ne se rhabilla pas pour autant. Je me suis dit qu'on n'en a peut-être pas terminé, dit-il. Et tu n'es pas dans une tenue beaucoup plus digne que la mienne, surtout pour une commissaire divisionnaire, sans slip et la jupe froissée. Enfin, pas plus digne, mais très sexy. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. On a encore le temps? On le prendra. Un quart d'heure plus tard, Salnave répéta ce qu'il avait dit avant leur second intermède. Je sais bien, dit Sophie. Magnus n'a pas de mobile. Les tests n'ont pas été faits en temps utile sur les mains de Thomas, et rien ne prouve formellement qu'il est le tueur. Et même si c'est lui, il n'est pas exclu qu'il soit manipulé. L'origine des armes a été retracée? Oui. Il s'agit de surplus de l'OTAN volés il y a 2 ans. Comment ce marginal, sans le sou et solitaire, les a-t-il trouvés? Il n'a aucun lien connu avec des trafiquants d'armes. Et qui l'a aidé à s'enfuir? Où a-t-il trouvé un complice? Tout ce que je vois, c'est que pour le moment, les Dolphes passent pour les grandes victimes. Ils ont payé le prix du sang et en prime, leur projet de grande manifestation sportive tombe à l'eau. Ce serait sans doute tombé à l'eau de toute façon. Rien ne dit que la Fédération européenne aurait accepté que les championnats juniors se déroulent ici. Qu'est-ce que tu sous-entends, dit Sophie? Que les seuls qui ont un mobile, ce sont les Dolphes? Il secoua la tête. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est vrai que ça leur retire un peu de pression. Il y a autre chose aussi. La nuit du 18 mars 1978, ça te dit quelque chose? Ça devrait, dit Sophie. Je te rappelle que je suis une implantée de fraîche date. Et en 78, j'avais 5 ans. 6 jeunes gens qui habitaient tous ici ont été percutés par un train de marchandises en pleine nuit, alors qu'ils traversaient la voie à un passage à niveau non gardé. Bilan 6 morts. Qui était responsable? Eux ou la SNCF? Eux. Ils ont fait preuve d'une inconscience totale en traversant juste avant le passage du train. Ils avaient bu?
On ne le saura jamais. Les corps ont été déchiquetés et pour couronner le tout, le réservoir d'essence était plein et il a explosé. Tu peux imaginer ce qui restait à autopsier. C'est curieux, dit Sophie. J'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Malheureusement si, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Quelles étaient les circonstances? Il revenait d'une virée en boîte de nuit? Non. L'enquête a établi qu'ils avaient eu une réunion politique. Ces jeunes gens étaient tous d'extrême gauche. Et après la réunion, ils ont tous pris la même voiture. Bizarre, non? Oui, mais apparemment, ça n'a étonné personne à l'époque. Ils restèrent silencieux quelques instants, et Eric Salnave s'avisa que Sophie Heider n'avait toujours pas remis son slip qui traînait par terre. Cela orienta aussitôt ses pensées dans une autre direction, et il agit en conséquence. « On n'a vraiment plus le temps, dit-elle, en jetant un regard à sa montre. Comme pour souligner ce qu'elle venait de dire, son téléphone émit un carillon. « On m'appelle de la boîte, dit-elle, en le portant à l'oreille. « Ok. » Elle raccrocha et soupira. « Désolée, il faut que j'y aille. » Magnus a avoué? Non, ce serait trop beau. De toute façon, c'est moi qui vais l'interroger une dernière fois avant son passage chez le juge. Personne d'autre. J'ai été très claire à ce sujet.